Aujourd'hui, chers croque-lecteurs, ce nouveau numéro s'annonce passionnant. Comme les précédents, nous revenons sur toutes les parutions de la rentrée littéraire. Vous pourrez apprécier la très grande diversité du menu. Pour cette 5e émission, Prudence va nous présenter Blue Watch de John Harvey qui est paru en septembre. Ensuite, Maëva va nous en apprendre plus sur le nouveau livre d'Anne Persin. Enfin, Mathieu, notre spécialiste manga, va nous parler du shonen Bestiarius. Prudence, présente-nous ton livre. Inspiré de ses souvenirs d'enfant, voici le livre de John Harvey, Blue Watch, édité aux éditions Syros. John Harvey a publié son premier livre en 2005, après avoir été enseignant à l'université de Nottingham. Ce livre, nommé Nick Blues, a été republié en septembre, un peu avant Blue Watch, dont nous allons parler aujourd'hui. Peux-tu nous faire un résumé de ton roman ? 1940, c'est la guerre. Jack Riley, un jeune garçon de 14 ans, a été évacué dans une ferme du petit village du Cambridgeshire, à 80 km de sa ville natale Londres, comme à peu près toutes les écoles de la capitale. De colère, il assomme le vieux Granger. De peur de l'avoir tué, il s'enfuit à vélo pour rentrer chez lui, afin de retrouver son père et sa mère, restés tous deux à Londres. Après avoir pris le train clandestinement, il marche vers sa maison, son foyer, en remarquant tout autour de lui les dégâts des bombardements allemands. L'air est noir, sentant la fumée, des maisons étaient détruites. Partout, vers le centre de la ville, des incendies continuent leur œuvre. Jack connaît les rues par cœur. Un virage à droite, un autre à gauche, encore 2 douzaines de maisons. Il sera alors de retour chez lui. Mais stupeur, sa maison et celle des Palmer n'existent plus. Les numéros 37 et 39 laissent place à des monticules de gravats, un mur solitaire encore debout, des briques et des poutres. Épuisé, Jack se laisse tomber sur le sol, en pleurant à chaudes larmes. Où sont ses parents? Ont-ils été emportés par la mort lorsque la bombe s'est abattue? Il n'en sait rien. Le lendemain, Jack se réveille en voyant son père se diriger vers lui. Et bonne nouvelle, sa mère n'est pas morte, elle a été déplacée à la campagne, devenue dactylo. Et maintenant, Jack et son père vont devoir loger chez la vieille tante Eddie, dans une toute petite maison, vraiment pas conçue pour 3 personnes à la fois. Jack, maintenant interdit de retourner à la ferme, de rester à Londres où il fait la connaissance de Lilith, une juive avec qui il devient ami. Peux-tu nous donner ton avis sur ce titre de John Harvey ? J'ai vraiment apprécié le roman de John Harvey, Blue Watch. Tout d'abord, la couverture ne m'a pas particulièrement plu. Dans le roman, l'idée que l'on se fait des personnages n'est pas du tout celle de la couverture. De plus, ils attirent l'œil et on se concentre moins sur la partie inférieure, qui est nettement mieux. Avec l'avion allemand lâchant une bombe sur le palais de Westminster, nous pouvons voir à quel point la Seconde Guerre mondiale était féroce. Ensuite, le genre historique de ce roman présente le début de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est vraiment intéressant. De plus, John Harvey s'est inspiré de ses souvenirs d'enfants et de faits réels pour écrire ce livre. En effet, le père de Jack, Ben Riley, est pompier auxiliaire dans l'histoire. Et à la fin du livre, dans un texte écrit par l'auteur, nous apprenons que Thomas Harvey était lui aussi pompier auxiliaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, le lieu où se déroulent toutes les actions est vraiment intéressant. Effectivement, John Harvey a choisi Londres, la capitale de l'Angleterre, mais aussi le principal lieu de commandement lors de la Seconde Guerre mondiale. De plus, dans ce roman historique, l'histoire mélange des thèmes très différents comme la famille, l'amour et l'amitié. L'histoire d'amour entre Jack et Lilith m'a vraiment plu. Ce n'est pas le centre de l'histoire, mais John Harvey y a quand même donné de l'importance. Quand Jack et Lilith se retrouvent pour suivre Thompson, ils se considèrent presque comme un frère et une sœur. Mais quand Jack retourne voir Lily après avoir commencé à travailler comme messager, les deux adolescents commencent à comprendre qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Puis le lien qu'il y a entre Jack et son père est très fort. Chacun s'inquiète l'un pour l'autre et Ben est un modèle pour son fils. Effectivement, Ben travaille dans l'unité Blue Watch en tant que pompier auxiliaire. Jack devient un peu plus tard messager, il aide les pompiers en transmettant les messages qu'on ne peut pas envoyer par la radio. En conclusion, j'ai vraiment apprécié Blue Watch pour son côté historique, mais aussi pour ses personnages attachants. L'histoire est bien menée, le lecteur n'ayant qu'une envie, la découvrir sans s'arrêter. Maintenant, Maëva va nous faire découvrir le nouveau livre d'Anne Persin, Ma mère, le crabe et moi. En quelques mots, peux-tu nous le présenter ? Salut tout le monde, et oui, nouvelle saison de Croque Lecture, ce qui veut dire aussi nouveau chroniqueur. J'espère que les livres que je vous présenterai cette année vous plairont. En parlant de ça, comme vous vous en doutez bien, je suis là pour vous présenter un livre. Il s'agit de Ma mère, le crabe et moi de Anne Persin, une brillante auteure que vous devez sûrement connaître. Elle a également écrit Comment bien rater ses vacances en 2010. Le roman est édité chez Rouergue et fait partie de la collection Dos à Dos. Raconte-nous en l'histoire. Tania, une adolescente de 14 ans et demi, en classe de 3e, vit une vie normale. Fille de parents divorcés, elle vit avec sa mère dans un petit village du Puy-de-Dôme. Son grand frère, se nommant Antoine, est parti pour faire l'école des sous-officiers. L'adolescente et sa mère sont très complices. Elles tiennent toutes deux un blog, chacune parlant de sujets différents.
Mère et fille se disent tout, rigolent souvent ensemble, mais ils n'ont pas toujours les mêmes goûts. Mais depuis un petit moment, Tania a l'impression que sa mère n'est pas très bien. Effectivement, depuis quelque temps, elle s'absente pour faire des rendez-vous de contrôle. En réalité, elle doit aller souvent à des rendez-vous pour qu'elle sache si elle a le cancer du sein. Tania n'est pas au courant de tout cela jusqu'au jour où, regardant l'historique de sa maman, elle s'aperçoit que sa mère va très souvent sur des sites pour les femmes qui ont le cancer du sein. Tania essaye de comprendre et devine vite que sa mère a alors peut-être le cancer du sein. Le soir, la jeune fille décide alors de préparer à manger pour faire plaisir à sa mère, qui lui révèle à la fin du dîner qu'elle pense qu'elle est atteinte de cette maladie qui devient de plus en plus fréquente chez les femmes, le cancer du sein. Quelques jours plus tard, les résultats et les avis du médecin sont tombés. La maman de Tania est bien atteinte d'un cancer du sein. En apprenant cette nouvelle, mère et fille sont déboussolées. Elles prennent alors la décision de se battre et de ne pas laisser cette maladie leur détruire la vie et les empêcher de s'amuser comme avant. Qu'as-tu pensé de ce nouveau roman de l'auteur de Comment bien rater ses vacances? Le roman Ma mère, le crabe et moi m'a particulièrement plu. Premièrement, le genre du roman tranche de vie était vraiment passionnant. Parmi les personnages, j'ai trouvé la mère de Tania très brave. En effet, malgré sa maladie, elle ne recule devant rien. Certes, suite aux premières séances de chimiothérapie, la mère de l'adolescente se laisse complètement aller, ne sort pas de son lit ou presque pas, ne s'occupe plus de sa fille, ne va plus sur son blog. De plus, la relation entre la mère et la fille était très fusionnelle. Effectivement, le divorce des parents de Tania et le départ de son frère, Antoine, les avaient rapprochés toutes les deux. Tania met tout en œuvre pour rassurer sa mère et la faire sourire. Elle s'occupe vraiment bien de sa maison, fait beaucoup de choses avec sa mère pour lui remonter le moral. Puis, j'ai aimé le petit plus de l'histoire qui n'inclut pas seulement le cancer de la mère de l'adolescente. Anne Persson nous raconte également la vie d'une adolescente en essayant de se mettre dans sa peau, en nous expliquant tous ces petits tracas quotidiens, comme tomber amoureuse d'un garçon ou encore les buts que la jeune fille peut se donner. Entre autres, le but de Tania est de remporter le cross alors qu'avant elle détestait courir. Enfin, ce que j'ai apprécié avant tout, c'est Tania, le personnage principal du livre. Tout d'abord, je l'ai trouvée très audacieuse. Suite à l'annonce de la maladie de sa mère, elle ne recule devant rien et devient également une battante. Lorsque sa mère s'est mise à pleurer, car elle avait perdu tous ses cheveux et tous ses sourcils, Tania prend la décision de se raser les cheveux et les sourcils pour montrer à sa mère que ce n'est que du matériel et que tout va repousser. Par ailleurs, elle fait vraiment des efforts pour aider sa mère au maximum. Elle décide alors de se prendre en main malgré son jeune âge. En conclusion, j'ai vraiment adoré Ma mère, le crabe et moi d'Anne Persson car il nous montre la vie d'une adolescente de 14 ans et demi qui doit à la fois gérer la maladie de sa mère et sa vie personnelle, une tâche pas si aisée. Enfin, Mathieu va nous faire découvrir Bestiarius. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bestiarius de Masasumi Kakizaki, édité chez Kazé. Cet auteur n'est pas inconnu en France, loin de là, avec ses séries Green Blood et Rainbow. En France, 2 tomes de Bestiarius sont publiés, pendant qu'au Japon, la série compte déjà 3 tomes. Raconte-nous en quelques mots l'histoire. L'armée romaine s'attaque au territoire des dragons, un soldat est à terre et en train de mourir. Il explique pourquoi il s'est battu et demande au dragon de dire à son fils, Finn, qu'il est mort avec honneur. L'Empire romain envahit toutes les terres, même celles où cohabitaient encore les hommes et les monstres. 15 ans plus tard, en 85 après Jésus-Christ, un monstre meurt en se battant contre un humain du nom de Finn. Dans l'arène, des combats ont lieu tous les jours. Des créatures, des criminels et des enfants y participent. De retour dans sa cellule, Finn reçoit les moqueries d'un wyvern, son père adoptif qui lui a tout appris pour survivre dans l'arène. Ils devront retourner s'entraîner dès le lendemain. L'empereur demanda au maître de Finn de lui parler de ce combattant. En effet, il a une très bonne idée, proposer un combat à mort entre 2 puissants guerriers. Cet homme explique à l'empereur que Finn est entraîné par la dernière wyvern, Durandal. N'ayant jamais quitté sa prison, Finn demande à Durandal à quoi ressemble le monde extérieur. Et pour seule réponse, il lui demande s'il veut sortir. En effet, la vie de Finn se résume à être enfermé dans l'arène de 4 ans à 19 ans. Durandal considère également qu'il n'a plus de patrie, car dans la vallée d'Ébène, en Ablion, il n'y reste plus aucun de ses congénères. Finn propose de se rendre sur place, mais Durandal affirme qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Pour Finn, si Durandal est comme un de ses parents, alors la vallée d'Ébène est aussi sa patrie. Pendant un combat de Finn, dans l'arène, Durandal est emmené devant l'empereur, qui lui reproche de ne l'avoir jamais combattu. La wyvern lui répond qu'elle préfère mourir que de participer au combat. L'empereur lui propose alors un marché. S'il gagne un combat à mort contre Finn, il lui rendra sa liberté. Quelles ont été tes impressions sur ce nouveau manga? J'ai particulièrement apprécié le manga intitulé Bestiarius de Masasumi Kakizaki, édité chez Kazé. Le premier tome présente 2 histoires indépendantes et le deuxième, le début d'une histoire qui s'annonce passionnante.
Tout d'abord, le genre de la fantasy de ce manga m'a beaucoup plu. Dans Bestiarius, nous sommes dans un monde où les monstres et les humains cohabitent. Mais Rome a étendu son empire et domine le monde. Elle a réduit les monstres en esclavage et à combattre dans des arènes. Les monstres ne sont pas les seuls. Il y a aussi des humains comme Finn qui a dû entrer dans l'arène alors qu'il n'était encore qu'un jeune enfant. Les monstres m'ont beaucoup plu, en particularité pour leur diversité. On en découvre de très nombreux, comme les dragons, les minotaures ou la manticore. Ensuite, j'ai trouvé les personnages intéressants. Finn est un enfant humain élevé par une wyverne. Il n'a jamais connu son père, mort en combat, et n'a jamais vu le monde extérieur. Il est enfermé dans l'arène depuis son plus jeune âge. C'est son seul univers. On découvre qu'il est assez puissant. Il n'a aucun mal à battre un orc en duel alors qu'il n'a que 19 ans. C'est grâce à Durandal, son père et son maître. Leur relation est hors du commun. Enfin, les dessins m'ont beaucoup plu pour leurs détails. Les premières pages de Bestiarius sont en couleur, ce qui met en valeur les dessins déjà magnifiques de Masasumi Kakizaki. J'ai aussi apprécié que la graphie du texte, quand Durandal parle, soit différente des autres personnages. Cela a permis de lui imaginer une voix différente. Les scènes de combat dans l'arène sont d'un très grand dynamisme, grâce à une mise en page très réussie, ce qui accentue la violence de ces passages. En définitive, j'ai apprécié le manga Bestiarius de Masasumi Kakizaki pour son univers de fantasy avec ses nombreux monstres mythologiques, pour ses personnages principaux et enfin pour ses dessins très détaillés. Sur ce, j'espère que vous apprécierez ce manga, car moi j'attends le 3e tome avec envie. Voilà, c'est fini pour cette 5e émission. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si vous l'avez appréciée, dites-le nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Votre avis nous intéresse. La semaine prochaine, vous retrouverez Zoé à la présentation. Allez, à plus! Je vais pas réussir, monsieur. Aujourd'hui, cher ce nouveau... Septembre. Mais c'est quoi ça? C'est ton vrai visage là? C'est ça. Voilà, c'est quelqu'un. C'est catastrophique.